La région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. On évoque comme chaque matin à 11h15 l'actu en bref avec Laurent Marchal et sa rubrique Le rendez-vous du matin. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-François. Alors ce matin avec vos invités, on va parler d'eau et d'agriculture. Exactement Jean-François. Ce matin, nous allons parler d'Aquadomicia et de l'irrigation de la vigne. Alors Aquadomicia, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une canalisation de 150 km de long. Elle puise de l'eau dans le Rhône et l'amène jusque dans le dans le Rhône et l'amène jusque dans l'Aude. Son but, c'est sécuriser la ressource en eau potable et également permettre l'irrigation de la vigne, notamment. Alors avec moi pour en parler, Jean-François Blanchet, vous êtes le directeur général de BRL. Bonjour. Denis Cartier, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre régionale d'agriculture. Oui, bonjour. Et François Gontard, ingénieur agronome, vous êtes expert justement de ces questions d'irrigation. Bonjour. Alors pour commencer, Monsieur Blanchet, on va commencer avec vous. Simplement, comment est née cette idée d'Aquadomicia ? Écoutez, cette idée d'Aquadomicia est née au tout départ, il y a pratiquement 50 ans, dans les années 50, de l'idée de dériver l'eau du Rhône pour sécuriser le territoire régional. C'était Philippe Lamour, donc un avocat à la base, qui est devenu un grand aménageur du territoire, qui a pensé à détourner ces eaux du Rhône et à les amener jusqu'aux portes de l'Aude. Alors le territoire avait été équipé, on va dire à hauteur à peu près de 80-85%, et puis plus rien ne s'était passé parce que les financements publics étaient moins importants, la volonté régionale peut-être également plus faible, et le président Fraîche, à l'époque, soutenu aujourd'hui par le président Bourquin, a repris l'idée d'aménager un territoire sur à peu près une centaine de communes qui souffraient d'un manque d'eau et paradoxalement n'avaient pas encore la ressource. Donc voilà comment est né il y a environ 6-7 ans ce projet. Alors c'est un projet que certains pourraient qualifier de pharaonique. En réalité, c'est simplement un grand projet qui couvre aujourd'hui à peu près un investissement de 200 millions d'euros, si on intègre le premier maillon qui est en cours de réalisation. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va permettre de sécuriser un territoire sur 100 communes, voilà, à peu près 15 000 à 20 000 hectares, qui désormais, dans un pas de temps de 4 à 5 ans, n'auront plus à souffrir de la sécheresse. D'accord, justement, c'est ce que je voulais vous demander, c'est le pourquoi de ce projet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux axes, il y a à la fois sécuriser la ressource en eau potable et permettre aussi d'irriguer pour l'agriculture. D'abord, pourquoi vouloir à tout prix sécuriser cette ressource en eau potable ? Alors, les objectifs, en fait, sont même à 3 niveaux, si on regarde, je dirais. À la base, vous savez qu'au niveau de l'Europe, une directive cadre a été passée sur l'eau. Le but de cette directive cadre, ça a été quelque part de dire que les milieux naturels doivent conserver de l'eau. Pour qu'ils conservent de l'eau, et en plus en bonne qualité, il faut réduire les prélèvements. Mais si on veut réduire les prélèvements, mais permettre toujours le développement économique, qu'il soit touristique, l'accueil démographique, on sait que notre région accueille le double en développement du reste de la France, mais il faut pouvoir avoir des ressources elles-mêmes sécurisées qui n'épuisent pas le milieu naturel. D'où l'idée d'avoir une ressource qui vienne de l'extérieur du territoire, du Rhône, pour ne pas trop prélever, trop impliquer les ressources locales qui sont déjà très sollicitées. Et pourquoi donc là on voit bien la nécessité et là on comprend bien le côté de sécuriser cette ressource. Il y a la partie donc purement eau potable. Ça c'est lié quoi, l'afflux notamment des touristes l'été sur notre littoral ? Alors la partie eau potable, quand on regarde, on peut trouver deux raisons. Il y a un besoin quantitatif, effectivement. Aujourd'hui, à partir de la ressource Rhône, on sécurise au niveau du réseau hydraulique régional que porte la région à peu près 1 million d'habitants, soit directement en la potabilisant, soit l'amenant des collectivités, comme l'agglomération de Montpellier, qui la traite, 1 million d'habitants. Et avec les nouveaux projets portés par Aquadomicia, c'est 500 000 habitants de plus, à terme 1 million, donc on voit qu'on est sur des grandes unités, alors 1 million actuelle et population touristique, qui seront sécurisées avec la ressource Rhône sur un territoire qui est compris entre Montpellier et Narbonne, donc les grandes agglomérations du littoral. Donc c'est un enjeu qui est réellement très fort et qui est effectivement tout simplement tiré par le fait que notre région a un très grand pouvoir d'attractivité, des populations viennent et il faut pouvoir amener la bonne quantité. Et au-delà de la quantité, il y a aussi la sécurisation. Aujourd'hui, personne n'accepte qu'il puisse y avoir des coupures d'eau, que ça puisse durer plus d'1 heure ou 2. Donc ça veut dire qu'avoir une seule ressource
on est fragile, hein. Donc la ressource Rhône vient aussi pour se conjuguer, en quelque sorte, avec d'autres ressources et apporter la sécurité du territoire, permettre aussi à ce que des enjeux, des développements économiques puissent avoir lieu, dont les process nécessitent une régularité d'apport en eau qui soit continue. D'accord. Et sur la partie irriguée, permettre justement d'irriguer l'agriculture, Denis Cartier qui est avec nous, est-ce que justement c'était comment dire, une nécessité aujourd'hui d'avoir une ressource supplémentaire en eau? Oui, bien sûr, c'est une nécessité et une condition sine qua non d'un vrai développement territorial. Donc bien sûr qu'on parle d'irrigation de la vigne, mais c'est aussi tout développement arboricole et aussi maraîchage. Donc c'est la totalité de la filière agricole qui sera sécurisée grâce à ces ressources-là. Et je vais avoir alors une question presque un peu naïve, vous m'excuserez, mais ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi justement, à travers ce grand chantier, on irrigue maintenant et pourquoi finalement on ne l'a pas fait avant? On va continuer à irriguer puisque ce qu'a dit Jean-François Blanchet, c'est qu'on va moins prélever dans les fleuves côtiers que sont l'Hérault, l'Aude, l'Orbe, etc. Et on va le laisser pour la ressource et on va sécuriser dans les périmètres qui étaient déjà irrigués par de la ressource supplémentaire ou différente, quoi. Donc on va premièrement continuer à irriguer ce qui était déjà irrigué et on va bien entendu faire des extensions de réseau avec des financements publics, bien sûr région et Europe, pour justement faire des chevelus secondaires pour desservir des territoires qui aujourd'hui ne l'étaient pas. D'accord. Et alors justement avec Monsieur Gontard, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on comprend bien que donc cette canalisation qui est à Aquadomicia, ça permet d'amener de l'eau. Mais justement après, quand on veut irriguer, quand on veut faire d'autres choses avec cette eau une fois qu'elle est là, comment ça se passe justement? Comment on fait pour après irriguer depuis cette canalisation? Alors, donc, la canalisation dont on parle, c'est un gros adducteur donc, qui va être accompagné par des réseaux ensuite secondaires qui vont amener l'eau de ces adducteurs jusqu'aux parcelles, donc avec un réseau d'irrigation assez classique, et donc l'eau qui est amenée à la borne. Donc vous avez une eau sous pression, et à partir de laquelle donc, les agriculteurs peuvent mettre en place leur propre matériel. Donc classiquement, comme on parle beaucoup de vignes, là, ça va être du goutte à goutte, hein, c'est-à-dire les techniques, on va dire, les plus performantes et les plus économes en eau. Et donc un équipement à la parcelle réalisé par les agriculteurs eux-mêmes qui va permettre d'amener cette eau sur les vignes et les autres cultures, le cas échéant. D'accord, parce que là, si on comprend bien, on est bien dans une gestion de ressources. On permet de nouvelles choses, éventuellement, mais on est dans une gestion de ressources. C'est-à-dire qu'on est bien loin de cette image qu'il y avait il y a plusieurs dizaines d'années dans le sud-ouest où on voyait ces immenses asperceurs, notamment sur les champs de maïs. C'est pas du tout ça, expliquez-nous. Alors oui, je pense qu'en fait, si vous allez vous promener sur les territoires qui vont être irrigués, vous ne verrez pas de fonctionner de canon ou quoi que ce soit, puisque voilà, la technique, comme je le disais, utilisée, c'est du goutte à goutte. Donc vous allez avoir une petite conduite très discrète qui court auprès des vignes et qui amène l'eau. Quand on dit du goutte à goutte, physiquement, c'est bien ça, c'est quelques gouttes qui s'écoulent et on amène l'eau vraiment au pied de la souche directement. Voilà. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire de plus, c'est que l'irrigation des vignes au canon, c'est pas tellement approprié par rapport aux problèmes de maladie aussi, puisqu'on apporte de l'humidité, etc. Donc le choix du goutte à goutte, c'est un choix d'économie d'eau, mais c'est aussi un choix technique pour... voilà, c'est la technique la plus appropriée pour l'irrigation de la vigne. D'accord. Et alors ensuite, ma question sera à la fois pour vous, Monsieur Cartier, mais pour vous aussi, Monsieur Gontard. C'est pourquoi justement on se dit qu'il faut irriguer la vigne? Qu'est-ce que ça va apporter d'irriguer cette vigne qui, traditionnellement, n'avait pas nécessairement besoin d'un apport à ce point-là supplémentaire en eau? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va irriguer de la vigne en fonction des besoins donc, des parcelles et des cépages. Nous n'avons pas les mêmes cépages que ceux qu'il y avait par le passé, premier point. Deuxièmement, en fonction des profils de vin recherchés, vous avez de la technicité à amener. Donc vous amenez, si vous voulez, des blancs plutôt sur le fruit exotique, sur avec des tioles, etc. etc. On aura une pratique culturelle et donc d'irrigation différente que sur des syrahs, si vous voulez, des produits plus ronds, plus souples. Donc tout ça, c'est vraiment de la technique et c'est pas pour faire n'importe quoi et surtout pas pour faire redéborder le Languedoc de vin pas adapté au marché. Aujourd'hui, il y a des marchés, pas un marché du vin, et donc avec des produits et des profils de type de vin différents, avec des marchés différents et des pays consommateurs différents. Donc, et l'idée, c'est qu'on puisse avoir des produits de qualité, de façon constante, en qualité et en volume. Donc l'idée, c'est, vous me pardonnerez, mais c'est l'expression consacrée, l'idée n'est pas du tout de revenir à faire pisser la vigne, comme on dit. Bien sûr que non.
C'est surtout pas ça. Vous savez, il y a 25 ans, le Languedoc-Roussillon faisait 33-35 millions d'hectos. L'année dernière, on a fait moins de 12 millions d'hectos. Cette année, on va faire entre 13 et 13,5. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de produire des vins qui sont adaptés à des marchés et qui ont derrière des consommateurs. Et on va les sécuriser. Donc voilà. Et avant de rentrer dans cette partie plus technique, justement, quelle discussion, comment s'articule justement votre travail, vous, Monsieur Blanchet, par exemple, avec le représentant des agriculteurs du Languedoc? Je crois que pour compléter l'intervention qui vient d'être faite, le projet, c'est aussi un projet d'anticipation. Ce qu'a voulu la région, le président Bourquin, c'est de donner une arme contre le changement climatique. Et cette arme, c'est un grand réseau hydraulique régional. Comme je l'indiquais, il avait été partiellement exécuté. Aujourd'hui, l'ambition redémarre. Ça faisait 30 ans, c'est long, 30 ans que le territoire régional n'avait pas connu de grands projets d'aménagement de ce type-là. Ce qui est important aussi, comme l'évoquait Denis Cartier, c'est que l'irrigation de la vigne aujourd'hui, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour qu'un certain nombre de caves coopératives, d'exploitants viticoles, puissent conserver des parts de marché à l'international. Donc ce dont on parle est une nécessité impérative. Et ce réseau-là aussi anticipe un autre élément qui est le changement climatique. On en entend beaucoup parler. À force d'en entendre parler, on pense que c'est virtuel. C'est tout à fait concret. On a des étés qui sont de plus en plus secs, mais des printemps également sur lesquels il n'y a pas d'apport d'eau. Et une vigne, si on prend une année de référence comme 2006, où il y a eu très peu d'eau en fin de printemps et pendant la période estivale, les rendements ont été divisés par 2, voire pire, et avec des vins qui plus est, qui ne sont pas nécessairement à la hauteur sur le plan qualitatif. Et ça, les marchés internationaux, aujourd'hui, ne l'acceptent pas. Alors, vous parliez de méthode. Comment travaille-t-on? Ce projet, il n'est pas né dans l'esprit des ingénieurs, il est d'abord né sur le terrain. En clair, il y a des territoires. Sur ces territoires, des études ont été faites pour recenser quels étaient les besoins en eau. Alors, des besoins en eau qui peuvent être d'origine économique, sur le plan touristique, par exemple, amener de l'eau pour des campings, éventuellement des activités de golf, pour des développements industriels, mais c'est un peu plus à la marge, hélas, dans notre région. Des études prospectives sur le développement des collectivités et les besoins en eau potable, vous l'avez cité, et évidemment les besoins au niveau agricole. Alors, sur cette couche de besoins quantitatifs, on rajoute une autre chose qui est quelles économies peuvent être faites. Parce que le projet Aquadomicia, c'est certes une grande infrastructure, c'est certes une ressource qui est abondante, mais l'idée première, c'est d'abord bien gérer l'eau. Et ça, la région Languedoc-Roussillon y est tout particulièrement attentive. Elle a mis en place une charte de gestion durable de la ressource en eau. Donc la première idée, avant d'investir, c'est mieux gérer, économiser. Et pour cela, donc, il y a des programmes qui sont développés de renouvellement de réseaux pour qu'il y ait moins de fuites sur les réseaux d'eau potable, les réseaux d'irrigation aussi, faire en sorte que les apports d'eau soient les plus faibles, parce que l'agriculture, et Denis Cartier, le président de la Chambre régionale, ne me démentira pas, a fait d'énormes efforts sur les 40 dernières années. Il faut savoir que pour un même rendement, notamment en maraîchage et en arboriculture, on apporte pratiquement 30% d'eau en moins que les techniques qui étaient pratiquées donc il y a 30-40 ans. Ça, c'est un point important, très très important. Et pour terminer, donc sur comment fait-on, on a travaillé avec les chambres d'agriculture, justement. On a travaillé avec les caves coopératives au niveau de l'Occitane, de Val-d'Orbieu. Et donc sur les territoires ont été examinés parcelle par parcelle quelles étaient les exploitations qui avaient besoin de sécuriser en fonction des types de sols, en fonction des cépages. Et c'est l'agglomération, si je puis dire, de toutes ces demandes en eau qui a permis de détecter un territoire qui, au global, fera à terme entre 10 à 15 000 hectares. Donc on parle vraiment, comment dire, d'armer les territoires. C'est ça qu'il faut retenir. Alors vous, justement, Denis Cartier, comment vous percevez cela et cette nécessité? Pourquoi il faut le faire? Où il faut le faire? Déjà, où il faut le faire, c'est techniquement là où il y a la possibilité d'avoir des extensions dans des réseaux secondaires pour pouvoir et là où il y a des acteurs du territoire qui veulent de l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que techniquement, on ne peut pas le faire partout. En haut des Corbières, on ne pourra jamais amener de l'eau. Ça, c'est le point de. Mais et après, comment on le perçoit, c'est que ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que c'est vraiment d'appuyer sur le côté formation, pédagogique, éducation, c'est d'amener les agriculteurs, notamment viticulteurs, de devenir, comme ce que disait Jean-François tout à l'heure, comme ceux qui font aujourd'hui les melons, les melonniers. On est la plus grande région française où on produit des hectares de melons, mais les melonniers ont compris qu'ils mettent moins d'eau, mais ils l'amènent de façon professionnelle. Et là, on va essayer d'enclencher de véritables programmes de formation et pour expliquer comment on utilise l'eau. C'est un outil, un moyen, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. D'accord. Et justement, Monsieur Gontard, comment il va falloir que
que les viticulteurs apprennent? Qu'est-ce que justement on se rend bien compte est-ce qu'ils vont, comme vous, devoir devenir des ingénieurs agronomes maintenant pour cultiver la vigne? Mais, alors voilà, vous êtes au cœur de l'actualité. Je rencontre demain les techniciens de la Chambre d'agriculture, des 3 chambres d'agriculture du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, ainsi que les personnes de l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, pour plancher sur les programmes de formation qui vont accompagner ces extensions de réseau. Et donc, il ne s'agit pas effectivement de faire chaque agriculteur un expert de niveau international sur l'irrigation de la vigne, mais des gens en fait, voilà, qui savent conduire. Hein. Quand vous voulez conduire une voiture, vous passez votre permis de conduire. Là, il va falloir se former pour être capable de conduire. Donc, ce sont des règles simples, c'est connaître les besoins en eau de la vigne et savoir à partir de quand je commence à arroser. Alors, parce que tout à l'heure, on parlait de l'irrigation de la vigne, on a l'impression que c'est tous les ans beaucoup d'eau. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, pas du tout. Il y a des années où il va falloir arroser tôt et un peu plus, et puis des années où, comme cette année par exemple, les irrigations ont démarré très tard. Et je pense qu'il y a même certains vignobles qui ont pu faire l'impasse de l'irrigation. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'un raisonnement, et on va apprendre aux agriculteurs à tenir ce raisonnement. Et puis, on va aussi les accompagner. C'est-à-dire qu'il est prévu que soient mises en place des parcelles de référence, de démonstration, où ils pourront visualiser les techniques, les outils, s'approprier ces techniques pour après pratiquer ça chez eux. Donc il y a vraiment un gros programme qui va être mis en place pour que les gens soient capables de conduire correctement. Et ce n'est pas une science inabordable, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, donc avec des moyens humains, mais ça c'est très important, hein. Il faut vraiment qu'il y ait des techniciens qui les accompagnent, et ce qui permettra d'aller vers des pratiques tout à fait adéquates et qui permettront d'atteindre les objectifs qualitatifs visés par les agriculteurs. Et justement, avant d'aborder ces questions de qualité, de productivité et tout ce qu'on peut voir derrière en débouché économique, est-ce que justement, comment sont perçus, vous qui les représentez, comment est perçu cet aspect technique par les vignerons aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une volonté de franchir un pas, d'aller plus loin, de faire autrement? Ah oui, non, mais c'est une vraie volonté, il y a une vraie envie, un vrai besoin. Donc c'est une nécessité si on veut continuer à produire, à être le plus grand vignoble du monde, puisque même en France, nous sommes la plus grande région productrice, donc on représente un tiers de la récolte de l'Hexagone, donc c'est pas rien, on est un pays viticole dans l'État par rapport à ça. Et donc si on veut continuer à avoir ces parts de marché-là, il faut que les gens deviennent professionnels par rapport au profil vin recherché. Et là, ils sont tout à fait favorables, et ce que disait, ce qui s'est tout à l'heure par Monsieur Gontard, pardon, c'était justement de dire qu'on va mettre des sondes, il va y avoir des sondes, des parcelles témoins, et on ne fera pas n'importe quoi, ils ne feront pas n'importe quoi. Et donc l'objectif des chambres d'agriculture, c'est qu'on soit tête de pont avec, bien sûr, avec l'IFV, l'Institut technique de la vigne et du vin français, donc c'est ça, et après de discuter avec les techniciens dans chaque structure coopérative ou particulière pour justement qu'on fasse passer les informations et qu'ils se les approprient. Mais l'objectif réel, il y a un vrai besoin, une vraie envie d'évoluer. Et qu'est-ce que ça va changer alors justement sur la qualité ou la productivité du vin? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que parce qu'on irrigue, on va être capable de gérer, je ne sais pas, les sucres différemment dès le départ? Et est-ce que ça va changer la vinification finalement? Alors déjà, par la productivité, c'est la régularité. Donc on est en train d'expliquer qu'on ne va pas tomber, je le disais tout à l'heure, on va tomber dans l'excès. C'est pas du tout ça l'objectif, c'est avoir des produits de qualité constante et régulière, tant en qualité qu'en volume. Après, en fonction des profils produits recherchés, il y aura des pratiques d'irrigation plus ou moins adaptées en fonction et des cépages et des porte-greffes. Et je le redis, des marchés qu'on cherche à obtenir. Parce qu'on ne fera pas un seul type de vin, c'est une multitude de types de vin en fonction du sol, du sous-sol, du porte-greffe et du cépage. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'uniformisation un petit peu des vins. Comment ça va justement s'articuler entre, par exemple, est-ce que sur un même domaine ou sur une même cave coopérative, il y aura des parcelles irriguées, d'autres qui ne le seront pas? Comment justement ce travail va être fait? Le problème, il y a déjà toute une cartographie sol qui a été réalisée, donc chaque structure collective a un périmètre bien défini. Là-dessus, la Chambre régionale d'agriculture et les départements lancent des dossiers de... on appelle ça, pas de formation, mais un outil qui s'appelle Mes Parcelles, pour justement identifier les parcelles, les sols et les sous-sols et les porte-greffes, pour justement pouvoir piloter la production en fonction des marchés recherchés. Justement, on parle de marché, de production. Il y a une réelle volonté de s'orienter vers l'export. Il y a toute la concurrence aussi
des pays du Nouveau Monde. Comment justement, est-ce que c'est à réussir à réguler, on va dire, du coup, la production, à la maintenir? Est-ce que c'est une possibilité de conserver des marchés? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les vignerons ici sont capables de gagner des parts de marché à l'étranger, mais par contre ont du mal à conserver ces parts? Est-ce que justement les pays anglo-saxons ont cette culture comme nous du millésime? Non, conserver les marchés, c'est oui, la culture du millésime, mais c'est surtout la partie volumique. Quand vous voyez que l'année dernière, nous avons fait 11,7 millions d'hectares, l'année avant 15 millions, donc si on n'a pas les volumes de façon constante et régulière, on perd les marchés et on se fait décrocher. Et quant à l'export, puisque les 2 tiers du volume de Languedoc-Roussillon est exporté, donc c'est pas rien. Et donc il nous faut là la nécessité d'avoir des volumes et des qualités constantes. Je me répète, mais on ne peut pas faire plus et c'est réellement là l'objectif. Donc on se répète un peu, mais c'est pour bien comprendre. Donc on est bien d'accord, il n'est pas question d'uniformiser nos vins, mais au contraire de les tirer vers une meilleure qualité. Bien sûr, bien sûr. Quel travail justement peut être fait, Monsieur Gontard, pour améliorer, grâce à cette irrigation goutte à goutte, pour améliorer la qualité du vin? Quelle va être l'influence justement? C'est cette question de stress hydrique par exemple? Alors, on a déjà un premier point, c'est ce que j'appellerais une irrigation de sauvegarde. Dans les conditions les plus extrêmes, Jean-François Blanchet a parlé de l'année 2006. Je vous donne juste un chiffre. Entre donc mars et août 2006, alors dans le Gard, sur le plateau des Cossières, il a fait 26 mm. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à l'irrigation ou à la météo, c'est rien. Voilà. Donc c'est un climat, c'est subsaharien. Voilà. Donc dans ces cas-là, la vigne a tellement soif qu'elle arrête de fonctionner, elle arrête de produire des sucres. Et donc on va, contrairement à ce qu'on peut penser, en période de très très forte sécheresse, on ne va pas faire des vins concentrés, on n'a même plus de sucre dans la baie, on n'a même plus de degrés. Donc là, il y a un premier niveau qui est, je dirais, voilà, de la sauvegarde, c'est-à-dire dans les cas extrêmes, ça permet de faire ne serait-ce fonctionner normalement la vigne pour qu'elle arrive à un objectif de production moyen. Voilà, donc ça c'est le premier objectif. Alors après, là on rentre dans une technicité, c'est-à-dire en fonction d'un objectif qualitatif de rendement. Alors il y a la couleur du vin, enfin ça ne sera pas la même chose pour du vin blanc, du rosé ou du vin rouge. Donc on a vraiment une large gamme là qui s'ouvre. Et donc pour chaque objectif qualitatif, on parle d'itinéraire hydrique idéal. Donc, par exemple, être sûr qu'à une certaine étape, la vigne est bien alimentée pour permettre le développement cellulaire, le grossissement des baies. Puis après, un certain stress, par exemple, pour permettre un certain niveau de concentration, que les tanins, les sucres ne soient pas dilués. Donc ça, c'est vraiment, alors là, en collaboration étroite avec la recherche, avec l'INRA, par exemple, que ces parcours hydriques sont étudiés et de façon à donner aux agriculteurs les outils et être capable à chaque étape du cycle de la vigne de suivre ce parcours idéal et arriver à la fin à cet objectif de production, comme je disais, très diversifié. D'accord. Sans être trop technique, oui, allez-y. Je voulais ajouter qu'aujourd'hui, si vous avez de la sécheresse sur des grenaches, alors que le grenache, historiquement, on pourrait penser que c'est le cépage qui résiste le plus. Mais le profil vin d'un grenache qui a subi un stress hydrique important, ça va donner des tanins pas bons, durs, astringents, des vins pas colorés et pas du tout souples. Le contraire, vous y amenez un peu d'eau, vous avez un profil de vin totalement différent, adapté au marché, avec des tanins beaucoup plus soyeux et des qualités et beaucoup plus de couleurs. Je veux dire, c'est une vraie révolution, mais c'est une vraie évolution. C'est-à-dire justement, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il y a une seule volonté unique ou une double volonté à la fois de s'adapter au marché ou de convaincre par les produits plus traditionnels? Est-ce qu'il y a justement une évolution des cépages choisis, etc. Comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'évolution, mais je réitère, il y a plusieurs marchés. En Languedoc-Roussillon, vous avez une paire de millions d'hectares d'appellation d'origine. Ce n'est pas du tout les mêmes pratiques culturelles qu'un vin de Pays d'Oc qui représente 6 millions d'hectares au niveau régional. Là, on est plutôt sur le cépage et sur des profils plus ronds et plus fruits. Voilà, donc pareil en rosé, pareil en blanc. On n'a pas du tout les mêmes profils de vin, mais c'est en fonction des encépagements et des volumes déclarés en déclaration de récolte. On a 12 millions d'hectares l'an dernier, un peu moins. Vous avez 2 millions d'hectares d'appellation d'origine contrôlée en rouge. Vous avez 1 million de VDN. Enfin, dedans, j'ai mis les effervescents. Et vous avez l'autre côté. Et après, vous avez 6 millions et demi de vins de Pays d'Oc. Et le reste en vins de département. Voilà à peu près. Et donc, en fonction de ça, on a des pratiques culturelles, en fonction des produits et des marchés. Et surtout,
Pays d'Oc, c'est tout ce qui est export. AOC, c'est plus concentré. Mais vous savez, on a besoin d'une appellation des grenaches qui soit souple, mais qui fasse sortir le goût terroir. On a besoin de mourvèdre, le mourvèdre, pour qu'il mûrisse bien, il faut y amener un peu d'eau de façon constante. Et ça donne des profils de vin qui ne sont pas du tout sur des volumes dilués, mais ça donne des produits plus concentrés, qui sont plus représentatifs de nos territoires et de nos terroirs. Et on sait que pour la vigne, pour les vignerons, pardon, les tons sont durs, c'est pas nouveau non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la solution miracle, mais est-ce que c'est une des solutions justement pour sortir de la crise? Vous nous disiez que ça permet justement aussi de maintenir des marchés Oui, peut-être aussi resituer quand même ce qu'est l'irrigation de la vigne, parce qu'aujourd'hui, on en parle énormément, comme si on découvrait, somme toute, qu'il fallait irriguer la vigne. L'irrigation de la vigne, elle est aussi vieille que la vigne existe. Une partie de la destination du pont du Gard et du transport d'eau, c'était pas simplement l'alimentation du secteur nîmois, c'était aussi l'agriculture, et parmi l'agriculture, la vigne. Donc en clair, il n'y a pas de tabou sur le sujet. Ce qui a fait qu'on s'est posé des questions, c'est qu'on a eu comme particularité au niveau national de mettre une réglementation très restrictive sur l'usage de l'eau vis-à-vis de la vigne. Et effectivement, il faut le resituer dans un contexte de début de siècle où il y avait des crises récurrentes par rapport à des pratiques qui étaient effectivement très hétérogènes et souvent très excessives. Donc la loi est venue corriger des pratiques qui ne convenaient pas. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'irrigation de la vigne, encore une fois, quand on regarde les zones de concurrence au niveau mondial, tous les pays utilisent l'eau pour permettre le développement d'une plante. Une plante a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'un sol. Et je crois que revenir à ces fondamentaux-là, en l'accompagnant, était quelque chose de nécessaire. Nos concurrents espagnols, nos concurrents italiens, les vins chiliens, australiens, utilisent l'eau. Donc je crois qu'il faut sortir vraiment de cette approche malthusienne de pourquoi nous, en France, on irriguerait. Tout simplement parce que la plante a besoin d'eau. D'accord. Et moi, si je peux. Et puis je redis que nous représentons un tiers du volume récolté nationalement. On ne peut pas être que piloté que par des Bordelais ou des Champenois. Donc il faut aussi le dire. La spécificité méditerranéenne, c'est aussi ça, quoi. Et justement, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin et je vais bientôt demander à Fabien de nous rejoindre pour voir quelles ont été les réactions sur Twitter. Mais juste avant, je voulais vous demander, là on voit bien qu'Aquadomicia, ça concerne surtout le Gard, l'Hérault, l'Aude. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que dans la Lozère, dans les Pyrénées-Orientales, justement, il y a aussi une étude sur des retenues collinaires, par exemple Juste un point quand même pour terminer sur ces projets, on a beaucoup parlé technique, à un moment donné il faut un peu parler argent, c'est le nerf de la guerre. Ce programme d'équipement il fait 4000 hectares. 4000 hectares c'est vraiment, si j'allais dire, un plan Marshall de la vigne, si je peux me permettre. C'est vraiment une démarche de grande ampleur, ça représente 20 millions d'euros. Sur ces 20 millions d'euros, la profession agricole participe. C'est la première fois de l'histoire d'aménagement public que la profession agricole cotise à la réalisation de biens d'intérêt général. Il faut le signaler, à hauteur à peu près de 1000 euros par hectare. Par ailleurs, la région, sous l'initiative du président Bourquin, a obtenu de la part de l'Europe 6 millions d'euros. 6 millions d'euros par rapport à 20 millions d'euros. Donc on voit qu'on est sur un financement substantiel, 35%. Et ensuite, la région, avec les départements, notamment le département de l'Hérault, accompagne la réalisation du projet. BRL, en tant que concessionnaire, en autofinance une partie. Donc c'est vraiment un projet très, très structurant pour équiper les grands territoires en eau. Alors la question effectivement oui, que vous posez, qu'en est-il donc pour la Lozère et les Pyrénées-Orientales, donc du coup qui ne sont pas directement concernées là par Aquadomicia? Elle est très pertinente et le souhait qu'a porté la collectivité régionale, c'est de pas simplement raisonner grandes infrastructures. Quand on parle d'eau, on parle de ressources, on parle de besoins et donc on parle de gestion de l'eau. Comment on met en correspondance des besoins avec ce qui va être amené à la satisfaire. Donc c'est sous cette grande idée que la région a mis en place un service public régional de l'eau. Et dans ce service public régional de l'eau, il y a des réponses techniques, des infrastructures, c'est Aquadomicia. Il y a aussi des éléments de politique de gestion au travers de la promotion des économies d'eau, d'usage plus raisonné, d'accompagnement. Et puis il y a également la recherche de ressources alternatives, là où le territoire ne pourra pas être équipé avec l'eau du Rhône. Alors si on regarde la carte de la région, il y a deux grands territoires qui se dessinent non raccordables, ou en tout cas dans des conditions économiques pas satisfaisantes. C'est effectivement la Lozère, les Pyrénées-Orientales, avec vraiment deux situations contrastées. La Lozère, c'est le pays des sources. Le problème, c'est que les sources, elles coulent et elles vont dans les autres départements. Donc, il faut retenir l'eau. Pour retenir l'eau, c'est tout un programme de retenue collinaire qui est à l'étude, sur lequel BRL a participé, la région aussi. Et la région, avec BRL, est en train de mettre en place, pour le département de la Lozère, une charte d'accompagnement de bonne gestion des ressources en eau et de réponses techniques au travers du service public régional de l'eau. Donc là, on aura des réponses concrètes d'ici un an et demi. Pyrénées-Orientales, alors on est
par nature, hein, et le président Bourquin le répète à l'envi, sur un grand château d'eau avec le Canigou, avec les neiges. Pour autant, on sait que dans des périodes particulières, fin de printemps, voilà, il y a quand même des nappes qui manquent d'approvisionnement. Par ailleurs, il y a l'influence du coin salé. Avec l'élévation du niveau de la mer, les nappes ont tendance à être compromises, affectées par cette situation. Donc il faut réduire ces prélèvements, sécuriser. Et là, de la même façon, une charte sera mise en place en accompagnement pour apporter des éléments de gestion et des réponses techniques au travers des barrages que gère déjà le département des Pyrénées-Orientales. D'accord, donc je vais demander maintenant à Fabien de bien vouloir nous rejoindre. Fabien, quelles ont été les réactions sur Twitter? Bonjour messieurs, bonjour Laurent. Sur Twitter, plusieurs questions. Une première question de Anne Pellegrino. Des modifications de la législation relative à l'irrigation de la vigne sont-elles à prévoir en Languedoc-Roussillon? Alors, en fait, je pense que la question porte par rapport, non pas aux interdictions, mais aux limitations qui sont faites sur l'irrigation pour les cultures AOC. C'est-à-dire qu'en AOC, on a le droit d'arroser dans la mesure où le syndicat d'appellation a engagé une démarche de demande de dérogation qui doit être faite tous les ans en tant que de besoin auprès de l'INAO. Et effectivement, les professionnels, pour certains, émettraient le souhait que ce volet soit un peu allégé pour permettre de s'affranchir de démarches qui sont parfois un petit peu lourdes. À partir du moment où techniquement la demande est vraiment fondée, pourquoi ne pas aller dans le sens de l'allègement de cette réglementation? Par contre, je ne sais pas où en sont ces démarches et peut-être que Denis Carottier pourra vous en dire plus. Oui, bien sûr. Moi, je siège à l'INAO sur la côté IGP, donc Identification géographique protégée, donc qui est sous l'égide de... Il y a AOP IGP, donc Identification d'un territoire ou d'un terroir. Bien sûr que les discussions vont bon train et l'objectif avéré, c'est de faire changer les limites, justement pour arroser un Mourvèdre, j'en parlais tout à l'heure. Si on doit l'arroser, l'amener à maturité, mais il ne faut pas qu'on puisse s'arrêter au 15 août comme ils le font. Donc on va essayer de voir. De toute manière, il y aura une vérification du rendement et ce rendement-là, il sera de toute manière en deçà du rendement autorisé par l'appellation. Donc on n'augmentera pas, mais on va faire bouger les lignes notamment et assouplir la réglementation. D'autres réactions, Fabien, peut-être? Une deuxième, oui, éventuellement, de Marie Compan. Quelles sont les raisons du choix de puiser l'eau du Rhône? Alors pourquoi l'eau du Rhône? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une ressource abondante. Alors certains diront oui, mais alors avec le changement climatique, la fonte des glaciers, est-ce qu'il y en aura toujours? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que comparativement aux autres ressources locales, il y en aura toujours beaucoup plus, énormément plus. Voilà, ça c'est le premier point. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut creuser un petit peu plus. Aujourd'hui, au niveau du réseau hydraulique régional, le droit d'eau, comme on l'appelle, le droit à prélever, est de 75 mètres cubes par seconde au niveau du Rhône. 75 mètres cubes par seconde, c'est en gros 0,2% de toute l'eau qui transite et qui va en Méditerranée. Voilà. Si on le met en volume, c'est 54 milliards de mètres cubes d'eau du Rhône qui partent en Méditerranée. Le prélèvement que fait le réseau hydraulique régional, c'est 200 millions de mètres cubes. Donc on voit qu'il restera encore énormément d'eau dans le Rhône, que ce soit pour les besoins rizicoles, qui sont un petit peu plus loin, pour les besoins du fleuve également, pour éviter la remontée du coin salé aussi de Méditerranée. Donc on a une eau abondante. Mais malgré ce, même si l'eau est abondante, la culture que souhaite la collectivité régionale, c'est justement d'avoir une action responsable en matière de gestion. Donc on est très vigilant pour faire en sorte qu'il y ait peu de fuites, mais en tout cas au regard des besoins supplémentaires qui sont de l'ordre de 10 à 15 millions de mètres cubes seulement, donc c'est pas grand-chose, c'est une grosse épaisseur de trait, il n'y aura pas de difficulté. Dernier point, par rapport à l'agriculture, il y a une vingtaine d'années, les prélèvements agricoles, c'était environ 80 millions de mètres cubes prélevés dans le Rhône par les soins de BRL. Aujourd'hui, du fait, hélas, qu'il y a une déprise agricole, ça n'est plus que 60 millions de mètres cubes. Donc avec les nouveaux développements d'Aquadomicia, on sera à peine à ce qui a été fait dans les années 80. Donc pas de souci, voilà. Que notre tweeteuse soit rassurée. Moi, je voudrais rajouter aussi, c'est que ce que va faire Aquadomicia sur les terres agricoles, c'est uniquement ce qu'on a déjà perdu. Parce que l'urbanisation autour de Montpellier a permis de consommer des terres agricoles qui étaient, elles, équipées de bornes avec BRL. Donc, on récupère ce qu'on a perdu. Voilà, c'est uniquement ça. Donc, on ne va pas assécher le Rhône. Est-ce qu'une dernière réaction peut-être? Si on a le temps, oui, une petite dernière réaction simple de Thomas Weiss. Pourquoi ne pas avoir irrigué la vigne avant?
Non, mais, On en a un peu parlé, mais on peut réexpliquer. Non, mais on le faisait déjà. Attendez, on a 300 000 hectares, un peu moins de 300 000 hectares de vignes en Languedoc-Roussillon. Je crois qu'on doit avoir 15% qui sont déjà équipés. Donc, et des Moi, je vais changer un tout petit peu la question, si vous me permettez. C'est comment ça se fait à ce compte-là, parce qu'on a bien compris que c'est quasi historique. Mais comment ça se fait qu'on en parlait finalement si peu? Pourquoi on pouvait penser que cette vigne n'était pas irriguée? Parce que justement la réglementation ne permettait pas trop d'en parler, donc il faut aussi avoir la force de le dire. La réglementation qui a certes évolué depuis 4-5 ans nous permet de reparler d'irrigation de la vigne de façon professionnelle et non pas de façon démesurée, excessive. Vous savez, tous ceux qui longent le canal du Midi, sans BRL, depuis que le canal existe, ils arrosent les parcelles sans avoir aucune déclaration. Aujourd'hui, le fait d'avoir des réseaux sous pression avec des compteurs et de la professionnalisation, on va moins consommer d'eau, mais on pourra aussi l'afficher, c'est-à-dire qu'on est en toute transparence vis-à-vis et des consommateurs ou des personnes inquiètes par rapport au volume d'eau prélevé, mais aussi aux consommateurs de vin, vin ou toute activité agricole dans le territoire. Très bien, ben merci beaucoup messieurs, merci Fabien. Merci, monsieur. Merci. Voilà Jean-François. Merci pour ce beau plateau, hein. Le rendez-vous du matin avec Laurent Marchal et Fabien. Merci beaucoup, messieurs. On est en direct depuis la foire de Montpellier, la région en direct. Prochain rendez-vous dans quelques minutes, hein, à midi pile, avec Jean-Yves Piccionali. On va évoquer une recette sud de France. Il s'agit d'écume d'œuf à l'huile de truffe. Merci, messieurs, et à demain, Laurent. À demain.